présentation. Et puis après, deuxième tour, comme on a vu sur aujourd'hui, voilà, comment on gère les Je viens d'ouvrir la bouteille de au niveau des hôteliers, par exemple. Donc après la présentation, je recommencerai par vous. Comment vous gérez l'expérience client et on voit l'IA. Et puis avec la partie effectivement de tous ces indépendants qui peuvent être disparates et comment le syndicat essaie de les fédérer autour aujourd'hui. Et puis après, on termine par l'annonce. Comment on voit ça 2030. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas tourner le dos. Donc, bienvenue à cette conférence sur l'expérience client et donc augmentée par l'IA. Après un rapide tour de table, on fera un état des lieux aujourd'hui un peu de chaque intervenant qui nous expliquera comment il gère l'expérience client et en quoi l'IA aujourd'hui a un intérêt et comment il l'utilise. Et puis ensuite, nous irons travailler sur la prospective, c'est-à-dire de voir un petit peu comment, par exemple, le client 2030, sans être trop ambitieux à chercher 2050, mais déjà 2030, comment on peut améliorer l'expérience client, comment on la voit dans sa propre entreprise et dans son propre domaine d'activité, dans son propre secteur. Et donc voir un petit peu cette prospective et en quoi l'IA peut aider, en quoi l'IA peut être intéressante et quels sont les outils qui seraient intéressants à travailler. Voilà, donc bienvenue à cette conférence. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, je trouve ça très très bien. Je vais commencer par Véronique pour vous présenter. Donc rapidement, présentez-vous, je vous en prie. Bonjour à tous, Véronique Sigel, je suis présidente nationale de l'hôtellerie française au sein de l'UMI, qui est l'organisation professionnelle patronale représentative du secteur des hôtels, cafés, restaurants, débitants de boissons, monde de la nuit. Je suis également naturellement hôtelière, c'est mon métier, le reste n'est qu'une occupation, hôtelière en Alsace sur 2 établissements. Merci Antoine. Bonjour à tous. Antoine Dromard, je représente la société WeFirst, opérateur télécom, spécialisé dans le déploiement d'infrastructures Wi-Fi pour différents secteurs d'activité. Tout le monde de l'hospitality, résidence étudiante et bien évidemment ce qui nous anime aujourd'hui, l'hôtellerie. Un secteur animé par l'armée française en deuxième verticale. Tout le monde du retail et B2B, toutes les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces alimentaires et le monde de la santé. Voilà, une entreprise de 500 personnes avec un chiffre d'affaires de 150 millions. Merci Carole. Bonjour, donc je suis Carole Colinquer. Moi, je suis responsable stratégie marketing et digital chez Sodexo Live, donc qui est la branche sport et événementiel du groupe Sodexo. Donc Sodexo, c'est un leader de la restauration et des services français qui a été créé il y a plus de 60 ans, enfin 60 ans exactement cette année. Et c'est plus de 400 000 collaborateurs et on est présent dans une quarantaine de pays. Merci Julien. Bonjour, donc Julien Soubiel de Canal+ Business. Donc je suis directeur des ventes, donc je m'occupe donc des équipes commerciales au niveau de Canal+ Business. Juste en préambule par rapport à Canal+, vous connaissez, mais c'était pour faire un petit contexte. Canal en fait est passé. Rapprochez un peu le micro, Oui. Julien, s'il vous plaît. Canal est passé d'une chaîne il y a 40 ans à aujourd'hui un groupe média international. Donc le dernier gros fait d'armes, c'est le rachat de MultiChoice, qui est un acteur en fait d'Afrique anglophone. Aujourd'hui, nous avons un groupe qui est présent dans 70 pays. Nous avons 40 millions d'abonnés et avec des ambitions de 50 à 60 millions d'abonnés d'ici 5 à 10 ans. Canal+ Business, dedans, c'est quoi? C'est l'entité dédiée au marché professionnel, donc dédiée sur notamment 2 grandes verticales, les collectivités, donc tous les lieux où il y a un hébergement, donc l'hôtellerie, mais également l'hôtellerie de plein air, la santé, les seniors. Et puis le deuxième grand pan, ce sont les lieux publics que nous adressons, donc les bars, les cafés, les restaurants. C'est important de le préciser parce que les offres que nous proposons ne sont pas les mêmes. Au niveau des lieux publics, nous n'avons pas la possibilité de distribuer du cinéma ainsi que des séries télé. Et concernant Canal+ Business, nous avons aujourd'hui un parc de 20 000 abonnés, dont 5 000 en hôtellerie, qui est notre plus gros marché, donc que nous remercions. Et nous sommes présents dans sur 500 000 télés qui sont aujourd'hui équipées de nos services. Nous avons un peu 2 obsessions au sein de Canal+ Business. Un, c'est la satisfaction de la clientèle par l'expérience en fait du divertissement. Et 2, la rentabilité, le retour sur investissement pour nos hôtels, notamment hôteliers abonnés.
Merci Julien pour cette présentation très complète. Donc moi je me présente rapidement, Patrick Evenot, je suis enseignant-chercheur et responsable d'un master d'hospitality à la Sorbonne à Paris, entre autres, et d'autres activités formation. Alors on va entamer tout de suite là, sur l'aspect présent un peu des choses. Donc je vais commencer par vous Julien. Expliquez-nous un peu ce qu'aujourd'hui, quelle est l'expérience client que vous apportez donc, de manière spéciale dans l'hospitality, donc dans les hôtels mais pas que, parce que vous avez aussi d'autres type d'hébergement. Donc, quelle expérience vous proposez et en quoi l'IA vous aide à travailler cette expérience aujourd'hui avec les produits, par exemple, que vous présentez actuellement sur votre stand? Très bien. Alors, l'offre en fait, que nous proposons, c'est vraiment de l'ultra-personnalisation du divertissement pour le client au sein d'un hôtel. Un hôtel aujourd'hui abonné à Canal+ Room Streaming, c'est notre produit, c'est notre innovation que nous avons lancée il y a à peu près 2 ans et qui est de plus en plus solide. L'idée étant en fait que le client va pouvoir consommer ce qu'il veut, quand il veut, dans la langue de son choix. C'est une expérience de l'application Canal+, que pour certains d'entre vous connaissez, qui va être disponible en fait chez l'hôtelier. L'intérêt de cette offre-là, c'est que c'est un levier pour l'hôtelier en fait de développer son chiffre d'affaires, développer son RevPAR, développer son panier moyen. Par exemple, hier soir, vous aviez un match qui était Liverpool-PSG. C'est un match qui a permis à des hôteliers qui avaient l'abonnement de développer leur chiffre d'affaires au niveau du bar, au niveau du room service. Et pour vous donner juste 2-3 éléments sur l'offre, en fait, ça permet aux clients d'avoir des chaînes en live, à peu près 80 chaînes en live, dont les chaînes de la TNT. Donc, soit dit en passant, ça permet aussi de revoir certains budgets sur l'aérien pour un établissement. Vous allez avoir des chaînes internationales, donc très important en hôtellerie, et puis du replay, donc 90 000 contenus en permanence disponibles dans la chambre de l'hôtel sur du cinéma ultra récent, 6 mois après les sorties en salle. Vous allez avoir des séries télé, donc tout le catalogue HBO, les séries des créations originales, le Bureau des légendes par exemple, et puis des programmes en fait jeunesse. Et évidemment, il y a un produit qui se consomme en live et en replay, c'est le sport, c'est ce que je citais. Par exemple, Liverpool, et puis ce soir, c'est Bayern Munich, Real Madrid. Donc c'est très important là-dessus. Vous me posiez la question sur l'IA. L'IA aujourd'hui, en tout cas en termes de développement, à horizon juin 2026, l'idée c'est de travailler beaucoup sur la recommandation et également en fait faciliter des recherches un peu plus complexes. Je m'explique. Nous avons récemment annoncé, donc Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, 2 partenariats stratégiques, un avec Google Cloud et un autre avec OpenAI. L'idée qui peut se ramener sur nos marchés, c'est cette recommandation et cette recherche un peu plus complexe. La recommandation ne sera pas forcément utilisée et utile en fait en hôtellerie. Pourquoi ? Parce qu'un établissement qui est abonné, au check-out, toute la consommation du client va être effacée. Donc ça, c'est logique. Par contre, sur la recherche complexe, c'est assez intéressant parce que ça va permettre de gérer plutôt des recherches en dehors des catégories. On ne va pas aller chercher la catégorie cinéma, action, et puis après dérouler des vignettes. L'idée, c'est d'aller chercher en fait plutôt dans le vocabulaire de l'usager, d'aller chercher l'émotion même de l'usager. Et je cherche un film léger, drôle, réconfortant, une série épique, historique. Et donc, il y a des choses qui vont remonter. Un film culte avec des junkies, vous aurez Trainspotting qui va remonter. Enfin, voilà, ce genre de choses. D'accord, ce qui veut dire que vous implémentez dans OpenAI, vous implémentez votre bibliothèque de contenu et donc où vous implémentez dans votre application le moteur d'OpenAI. L'idée, c'est qu'on va utiliser effectivement des modèles d'intelligence artificielle pour simplifier la recherche et ne pas rester sur du mot-clé ou bien de la vignette, mais s'adapter au langage en fait, de l'utilisateur. Donc c'est pour aller enrichir cette découverte de contenu dans un océan effectivement de contenu qui est proposé, notamment les 90 000 contenus, et c'est ça sur lequel nous travaillons. D'accord, donc faciliter la recherche au travers de votre gamme extrêmement large de contenu. Très bien, merci. Exactement. Carole, je vous en prie, expliquez-nous un petit peu donc, comment vous gérez l'expérience client. Alors, rappelez-nous un petit peu aussi le type d'événement que vous gérez, les dimensions et tout cet aspect-là. Donc, et puis en quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui vous aide à faire quoi? Et donc, Sodexo Live, c'est la branche sport et événements de Sodexo. Donc, nos clients, c'est des stades, des arénas, des grands événements sportifs, type le Super Bowl, Roland-Garros, les Jeux Olympiques. C'est aussi des lounges d'aéroports, des centres de convention.
alors ça pourrait être celui-ci n'en est pas un client, mais ça pourrait, ou des destinations culturelles, des restaurants que vous pouvez trouver dans des musées, les bateaux parisiens sur la Seine par exemple, ou toute la restauration de la Tour Eiffel que nous faisons. Donc on a des clients très variés, et on a la particularité, c'est qu'on est vraiment dans de l'événementiel, donc avec des flux très importants sur des périodes très courtes, donc ce qui demande une planification très précise. C'est très différent de ce que peut faire le reste du groupe dans une cantine d'école ou d'entreprise, où là on est sur un rythme beaucoup plus régulier. Voilà, nous c'est beaucoup plus du one-off. Donc il y a un énorme travail de préparation, et tout l'objectif c'est de fluidifier un maximum le parcours du consommateur dans les lieux dans lesquels on va servir nos clients, pour qu'il y ait le moins de queue possible, pour pouvoir optimiser les stocks et pour pouvoir optimiser les menus. Donc on développe différentes technologies. Par exemple, on développe beaucoup tout ce qui est store autonome, notamment aux États-Unis. Donc là, on a différentes technologies. On travaille avec Amazon sur une technologie qui s'appelle Just Walk Out. Donc en fait, le consommateur scanne sa carte de crédit en entrant. Il choisit ce qu'il veut et après il ressort. Et donc il y a des caméras qui permettent de suivre son parcours, de voir ce qu'il a pris et derrière de le débiter automatiquement. Donc ça permet d'accélérer fortement le passage et d'avoir beaucoup moins de queue. Donc sur un stade par exemple, ça permet d'avoir un débit beaucoup plus important. Et aux États-Unis, on ouvre l'année prochaine un stade, les Titans, qui sera uniquement fait avec ces stores autonomes. On a aussi une autre technologie qui s'appelle le self-checkout. Donc ça, vous connaissez peut-être, ça, on le développe aussi dans des cantines d'entreprise où voilà, vous sortez, vous posez ce que vous avez pris sur une machine qui va scanner et vous débiter automatiquement. Donc pareil, on regarde en fait toutes les technologies qui, grâce à l'IA, permettent de fluidifier les flux, parce que c'est vraiment un des enjeux de notre secteur. L'autre enjeu, c'est d'avoir une offre qui soit hyper pertinente. Aujourd'hui, on voit que les consommateurs sont très exigeants sur l'offre culinaire et ils veulent qu'elle soit spécifique à l'événement qu'ils vont voir. Vous n'avez pas envie de manger la même chose si vous allez voir un match de foot ou un match de tennis ou si vous êtes dans une convention comme celle-ci. Donc on passe pas beaucoup de temps à créer les menus, à les adapter en fonction de l'audience, en fonction de la météo, en fonction du type d'événement. Et on s'appuie bien sûr sur l'IA pour ça. Et puis le troisième point qui est clé, c'est toute la partie gestion de nos employés, soit pour les former, soit pour les recruter. Sur l'événementiel, on a aussi un besoin de recruter fortement sur des zones très courtes. Et donc, en fonction des prévisions, en fonction de la météo aussi, en fonction des flux qu'on va avoir, on va adapter la masse d'employés dont on a besoin, en prenant aussi en compte potentiellement les no-shows pour pouvoir recruter très rapidement, faire venir des gens en last minute s'il y a besoin. Voilà. Et donc là, l'IA nous sert aussi là-dessus. D'accord, très complet, merci bien. Antoine, je vous en prie, alors aujourd'hui, comment vous travaillez, vous, cet aspect relation client? Alors vous, c'est de la relation client indirecte parce que, comme Julien, vous travaillez avec l'hôtellerie. Donc, expliquez-nous aujourd'hui où vous en êtes. Alors, où nous en sommes. Vous venez d'écouter deux personnes qui ne sont pas très sympathiques avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'on comprenne l'écosystème de ces gens-là. Donc on développe telle activité, on développe tel produit. La seule chose, c'est que nous, c'est d'alerter nos clients. Nous, on gère de la qualité de service. Au-delà de venir déployer une infrastructure, on gère de la qualité de service. Pour que la qualité soit au rendez-vous, il faut qu'on comprenne tout ce que nos clients mettent en place. Et donc, effectivement, Julien, super, il déploie plein de séries et tout ça. Donc nous, il va falloir, et c'est depuis quelques années qu'on entreprend fortement ce dossier, c'est d'abord, il va falloir qu'on réfléchisse à la taille du tuyau. Pourquoi ? Parce que dans une chambre, vous avez un client sur deux qui consomme énormément de data puisqu'il ne fait que du streaming. Et notamment avec Canal qui déploie des contenus. Donc ça veut dire qu'il y a 2 ans, quand vous aviez un hôtel avec une fibre à 100 mégas, aujourd'hui on est minimum à 1 giga pour pouvoir répondre à ces exigences. C'est important. Donc la taille du tuyau, c'est une chose. Aujourd'hui, vous savez que la DSL, le cuivre, disparaît. Ça veut dire que chaque hôtelier doit passer sur des solutions, par exemple, en téléphonie IP. Donc c'est comme à la maison, tout passe sur la fibre. Donc on doit travailler la taille du tuyau. Mais la taille du tuyau, c'est pas suffisant. Quand vous travaillez de l'IPTV dans une chambre,
On arrête de mettre des points d'accès dans les couloirs comme ça se faisait il y a encore 5 ans. Et aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans chaque chambre. Pourquoi ? Parce qu'avec le streaming et avec les systèmes de cast embarqués sur l'ensemble des téléviseurs Hospitality, il faut être au plus proche du device du client. Aujourd'hui, vous avez une antenne Wi-Fi qui est grande comme ça sur un téléphone. Autrefois, votre ordinateur, l'antenne était comme ça. Et donc, ça pose la question du dimensionnement au sein d'un établissement pour pouvoir répondre à ces exigences. Donc, on a le bon tuyau. Après, on va travailler le maillage et on va répondre à l'ensemble de ces problématiques-là. Sur la téléphonie, quand on fait de la téléphonie en IP, vous avez de nombreuses... Alors nous, c'est la solution qu'on propose, c'est de la téléphonie en Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il faut que votre téléphone, où que vous soyez dans l'hôtel, il puisse capter correctement. Ça veut dire que, vous allez rigoler, mais aujourd'hui, on vient couvrir des cages d'escalier d'un établissement pour que la téléphonie puisse passer. Alors je suis désolé, ça vient mettre un peu de charge sur les hôteliers, mais en tout cas, on vient améliorer tout cela. Et nous, on pense qu'il n'y aura pas d'IA s'il n'y a pas derrière le réseau adapté. Et c'est tout le travail que nous, on met en place avec nos clients pour les éduquer par rapport à ça. Et aussi travailler, maintenant, on a un directeur des partenariats, par exemple, qui va nous aider à comprendre l'ensemble de l'écosystème. Vous avez plein de gens qui nous appellent, j'ai développé, tiens, j'ai pris MyCanal, je comprends pas, ça passe pas et tout ça. Bah oui, mais il fallait nous le dire. Il y a un moment donné, il faut nous le dire parce que la taille du tuyau n'était pas suffisante et la couverture n'était pas suffisante. Donc, qui dit IA dit importance du réseau, c'est extrêmement important. Très bien, merci Antoine. Donc, vous avez pris le cas de Julien, donc dans le cas de Carole, avec son Super Bowl et 140 000 personnes qui vont filmer le Super Bowl et les envoyer en live, c'est donc... il va falloir un tuyau énorme. Alors vous voyez, en plus, pour les commandes directes à passer dans tous les stands, etc., il va falloir un tuyau monstrueux. C'est un tuyau monstrueux, en effet, mais l'avantage du tuyau, c'est la plus grosse complexité, c'est de faire arriver une fibre. Une fois que la fibre est là, on peut arriver avec du 100, du 200 et on peut upgrader en un mois, on upgrade une fibre. Donc ça, on y répond assez facilement. D'ailleurs, les événements que vous couvrez, on les connaît un peu. On fait le Palais des Festivals à Cannes, on fait la scène musicale, on fait l'Olympia. C'est des choses, voilà, on commence à comprendre. On fait beaucoup de casinos avec un grand groupe que vous connaissez sûrement, et je ne vais pas le citer là. Maintenant, pour parier dans un casino, il y a des paris en ligne. Donc les gens sont avec leur propre téléphone portable et ils parient en ligne. Donc ça veut dire qu'on a revu complètement l'infrastructure de tous ces casinos, parce que vous avez des machines en métal, donc les ondes ne passent pas facilement. Et donc tout ça, il faut que nous, on se mette en scène pour répondre à cela. Et nous, vis-à-vis de nos clients, on a une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on doit apporter le service. Il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre et il faut qu'on soit irréprochable. Et donc l'IA, on se l'est approprié nous aussi en interne pour améliorer notre supervision. C'est extrêmement important. On a déployé, notre CTO travaille fortement sur cette activité-là pour qu'on soit irréprochable en termes de service et qu'on réponde avec plus d'exigence à nos clients. Très bien, merci beaucoup. Alors Véronique, vous, avec votre double casquette, d'abord en tant qu'hôtelière, quand vous entendez ça, un petit peu, est-ce que par rapport à l'entertainment ou au réseau et puis aux nouvelles possibilités, et puis au sein de l'UMI, donc le premier syndicat avec énormément d'hôteliers, de restaurateurs, avec énormément d'indépendants, de petits, de moyens, de jeunes, de moins jeunes. Comment tout ça, comment vous voyez ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mettez en place par rapport à ça pour l'expérience client et par rapport à l'IA? Alors d'abord, merci à vous tous qui vous occupez de la technique et qui nous apportez des solutions pertinentes. Alors il y en a plein de salons, hein, vous avez pu voir les éditeurs en tout genre, et c'est extrêmement important pour nous de pouvoir découvrir et mettre en pratique l'ensemble de ces nouvelles propositions. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. Et l'essentiel pour l'hôtelier, c'est 1, de satisfaire son client, 2, de le fidéliser, 3, accessoirement, de faire de l'argent. Donc là-dedans, il faut qu'on trouve l'équation économique, évidemment. Et il faut surtout qu'on soit
derrière nos équipes pour les accompagner. Parce que quand on dit satisfaire le client, je crois que le rôle principal de l'hôtelier, c'est l'hospitalité, et que l'IA, en fait, va nous permettre d'avoir une hospitalité augmentée. Mais l'hospitalité augmentée, elle ne se fait pas sans l'humain. Et à ce titre-là, en effet, il faut qu'on puisse accompagner nos équipes pour qu'elles puissent embrasser ces nouvelles technologies, que ça leur permette de gagner du temps sur les tâches les plus chronophages et que ça leur permette de, au contraire, dégager du temps pour mieux appréhender le client, pour mieux le connaître, pour mieux appréhender ses besoins. Aujourd'hui, on a dans des hôtels de luxe une personne entière dédiée à la recherche d'informations sur ses clients pour pouvoir adapter le séjour à ses besoins, à ce qu'il est, à ses envies, etc. Enfin, ça, c'était hier, parce qu'aujourd'hui, on passe un prompt correct dans une belle machine IA. On file notre liste d'arrivée à l'intérieur et on a une fiche qui sort par client qui nous dit Monsieur Untel, il aime ci, il aime ça, et voilà ce qu'il veut. Et derrière nous, notre devoir d'hôtelier, c'est d'aller répondre à ses besoins. Mais pour le faire, ce n'est pas la machine qui aura l'intelligence humaine pour répondre à ses besoins. Et donc, je crois que nous, on est cette interface-là. Et pour le coup, en tant que fédération professionnelle, on est évidemment là aussi pour travailler sur les référentiels de formation, pour accompagner l'évolution des métiers, l'évolution des emplois, pour justement que demain, l'ensemble des professionnels du secteur sachent embrasser toutes ces nouvelles technologies et les utiliser à bon escient. Et le bon escient, à mon intime conviction, ça n'est pas de remplacer l'humain, mais au contraire, de lui permettre mieux de faire son travail d'hôtelier et d'hospitalité. Et c'est là où je reviens à l'hospitalité augmentée qui m'est assez chère. Et autre question que vous me posiez sur l'agilité des entreprises, qu'elles soient petites, grandes, etc. Moi, je crois au contraire que toutes ces technologies-là, finalement, les petites entreprises, souvent, ça va dépendre naturellement du chef d'entreprise, qui va être le leader et l'élément qui va apporter l'innovation. Mais les petites entreprises sont parfois plus agiles que les grands groupes, qui mettent un petit peu plus de temps avec des échelons de décision un peu plus compliqués. Et donc, c'est également une forme de différenciation qu'il faut que les petites entreprises et les moyennes entreprises saisissent rapidement pour justement tirer leur épingle du jeu, au contraire, et pour être novateurs et pour être les premiers dans ce nouvel environnement. Merci bien. Et vous, à titre en tant qu'hôtelière, Véronique, que l'IA, est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que, par exemple, là, vous vous êtes dit, tiens, je vais profiter du salon pour voir s'il n'y a pas quelques outils pour moi personnellement? Évidemment, je suis aussi là pour ça. J'utilise à titre personnel l'IA depuis l'origine parce que j'ai toujours été curieuse et que, en fait, non, je suis très paresseuse, il faut le savoir, et que j'ai rapidement compris que l'IA pouvait me permettre d'économiser du temps. Et comme le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, je m'en suis saisie assez rapidement. Donc oui, j'utilise de l'IA dès le départ du parcours client, en réalité, puisque je vais utiliser des outils qui vont me permettre d'analyser la provenance de mes clients et d'analyser leurs besoins. Ensuite, j'ai des outils de conciergerie qui, là aussi, me permettent de chercher plus d'informations, de faire de la vente additionnelle grâce à ça. Sur le RM, évidemment, j'utilise aussi de l'IA prédictive. J'utilise de l'IA au quotidien sur la réponse de mes avis clients parce que parfois, quand on répond à 10, 15, 20 avis par jour, on devient souvent redondant et parfois on a envie d'expédier les choses et l'IA va nous challenger un petit peu si on prompte correctement. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Je l'utilise aussi sur la planification de mon personnel avec des outils adaptés qui, je crois, qui sont présents sur le salon aussi. Mais oui, c'est un usage assez important, en tout cas en ce qui me concerne. Mais là aussi, c'était effectivement pour gagner du temps, à réinvestir auprès du client et au service du client toujours. D'accord, très bien.
Merci bien. Alors, on va passer un peu à la partie un peu prédictive. Alors, Carole, je vais vous donner la parole en premier. Comment vous voyez, vous, l'accueil client, l'expérience client 2030? Soyons pas trop ambitieux, on est en 2026, presque en 2027, à quelque chose près. Donc, comment vous voyez déjà en 2030 l'expérience client et quels outils IA peuvent être intelligents à mettre en place, que ce soit sur des mastodontes d'événements que vous faites ou aussi sur des événements plus, on va dire, plus cousus humains? Je pense qu'on est assez aligné avec Véronique sur l'idée d'avoir une IA qui permette d'augmenter l'hospitalité et de ne pas remplacer l'humain, mais de pouvoir dégager du temps pour l'humain pour justement être au service du client. Nous, de toute façon, on est sur un secteur qui ne va pas être complètement disrupté par l'IA, parce qu'on aura toujours besoin d'humains pour faire la cuisine et servir les clients. Mais la question, c'est comment on s'en sert pour justement être beaucoup plus dans la personnalisation et dans l'accompagnement et dans la compréhension de nos clients. Aujourd'hui, en fait, on se sert de l'IA un peu par bloc. On s'en sert pour créer des menus, on s'en sert pour analyser les données après coup et les croiser avec l'audience, on s'en sert pour gérer notre staff. Je pense que demain, ce sera vraiment une gestion de bout en bout avec l'IA. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a pas mal de clients qui sont des équipes de football américain. Donc un match de NFL, c'est très long, ça dure 4 heures. Et les Américains passent leur temps à sortir des tribunes, aller manger, s'acheter à manger, à boire et revenir dans les tribunes. Donc aujourd'hui, on regarde la corrélation entre ce qui se passe sur le terrain et nos ventes. Et il y a une corrélation très forte. Dès qu'il y a un joueur qui est blessé, il y a un arrêt de jeu, ça s'arrête pendant 10 minutes, ils sortent tous, ils viennent acheter à manger et ils repartent dans les tribunes. Voilà, donc on regarde ça à la minute près. Ça nous permet d'adapter nos stocks. Ça nous permet par exemple aussi d'adapter notre personnel. Les portes ouvrent 2 heures avant, on s'était rendu compte, on avait fait venir tout le monde 2 heures avant, on avait commencé à produire bien en amont pour que tout soit prêt à l'ouverture des portes. Or, en fait, ils ne commencent à acheter que 30 minutes avant. Donc, les burgers restent sur place, ils sont chauds, ils sont ramollis, etc. Enfin, ils deviennent froids, c'est plus bon. Voilà, donc l'idée, ce serait d'avoir une IA qui puisse très en amont nous dire, pour ce match-là, en fonction de l'audience, voilà les besoins, et de pouvoir ajuster en temps réel, potentiellement redispatcher notre personnel sur les concessions où il y a du monde, potentiellement ajuster la production en cours de match. Donc on le fait, mais ça reste encore plus, je dirais, empirique que vraiment avec de l'IA prédictive. Et puis pouvoir surtout former notre personnel. On les forme de plus en plus pour être dans l'hospitalité, dans le service, quels que soient les clients qu'on a, parce que c'est une vraie demande. Donc on commence à avoir des chatbots avec lesquels ils peuvent apprendre, ils peuvent se former en live, etc. Voilà. Mais c'est d'aller beaucoup plus loin là-dessus et d'avoir des outils qui soient complètement intégrés. Aujourd'hui, on est encore beaucoup siloté, donc on progresse dans chacune de nos verticales, mais on n'a pas encore cette vision horizontale. Très bien, merci. Donc vous êtes en train de nous dire que finalement, par exemple à Roland-Garros, il faudrait adapter des menus en fonction du joueur qui va être sur le court finalement. On pourrait, en fonction du joueur, en fonction de la météo, en fonction des réservations, parce que la FFT connaît les gens qui ont un ticket, qui vont venir. Exactement. Donc on le fait aujourd'hui, mais pas de manière encore assez poussée. Et je pense que l'IA va nous aider de le faire de manière beaucoup plus poussée, ce qui ferait qu'on aurait des menus beaucoup plus pertinents, on aurait moins de gaspillage. Donc voilà, tout le monde y est gagnant, que ce soit la FFT, que ce soit les spectateurs qui viennent sur le tournoi. D'accord, donc vous êtes vraiment en attente de ça, d'avoir encore plus de masse d'informations à traiter et une IA qui soit capable de vous apporter vraiment des choses les plus fines possibles. Donc on va vers de la finesse. D'accord, merci bien. Julien, alors, donc sortons un peu de Canal+. Vous n'avez pas rappelé quand même à nos spectateurs que Canal+ est une société française et que c'est la société qui finance aussi la création artistique française, puisque par la loi, je crois que c'est 12% de votre chiffre d'affaires qui est obligatoirement réinvesti dans la création française. Donc je pense que ça méritait d'être souligné. Mais sortez un peu de Canal+, et vous, en tant que spécialiste de l'entertainment, on va dire en hospitality, alors déjà sur Canal, est-ce que vous avez des choses de prévues, des choses que vous aimeriez de manière très particulière? Mais sinon, dans l'entertainment, comment voyez-vous ce monde de l'entertainment qui change énormément dans l'hospitality, que ce soit dans l'hôtellerie traditionnelle, dans les hostels, suivant les strates, l'hôtellerie de luxe, etc. Comment vous voyez la consommation et l'expérience client d'entertainment en 2030? Alors, ça va être quand même difficile de sortir de l'espace Canal+ quand même, mais on est quand même dans un univers de divertissement, et donc
le cœur de cette consommation, qu'on soit en 2026, en 2030, voire en 2035, ça sera qu'est-ce qu'on consomme et quel contenu va être mis à disposition en fait, des consommateurs. Donc le moteur, l'ADN va être vraiment d'avoir toujours le meilleur contenu au meilleur moment, que ce soit Canal ou autre, mais en tout cas, c'est d'avoir toujours les meilleurs accords, les meilleurs droits, meilleurs droits sportifs qui vont pouvoir réunir et qui pourront du coup être utilisés comme un levier de développement de chiffre d'affaires, en l'occurrence pour l'hôtellerie, puisque en fait, ce qu'il faut avoir, c'est le cinéma récent, le dernier cinéma récent. Ce qui va avoir de l'impact, c'est le sport, le live, ce qui va réunir, ce qui va faire de la consommation. Et puis après, en termes d'évolution, le support en lui-même de la télé, ce que l'on voit, c'est une évolution sur des écrans de plus en plus grands, des écrans qui sont de plus en plus gourmands et donc qui sollicitent de plus en plus Antoine. Donc des tuyaux, il en faudra toujours, de plus en plus gros. Mais l'idée, c'est ça, c'est en fait toujours avoir ce contenu à disposition pour pouvoir l'utiliser comme un levier pour faire venir des clients dans les hôtels. Donc je le ramène quand même à l'hôtel. Pour répondre à Véronique sur la fidélisation, c'est vrai que la fidélisation, elle passe par des clients qui vont venir parce qu'ils vont être satisfaits. Je vais prendre un exemple de clientèle business, par exemple. Quand un nouveau commercial vient, il va lui être aussi parfois être paresseux sur le choix de son hôtel. Donc quand il découvre en fait un secteur, il va choisir son hôtel. Si la localisation lui convient, ça va. Si ça rentre dans sa politique en fait de frais, ça conviendra également. Et puis après, derrière, s'il est sûr d'avoir le contenu son mardi, mercredi ou jeudi, c'est un client qui va revenir. Et donc, on va déclencher en fait une fidélisation pendant 2, 3, 4, 10 ans avec une fréquence de visite toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois dans cet hôtel. Donc c'est cette consommation-là, cet usage-là, il est vrai en 2026, il sera vrai aussi en 2030, et le cœur sera toujours le contenu. Donc voilà ce que je peux D'accord, mais vous nous parlez effectivement de l'aspect de la télévision, mais aujourd'hui on voit par exemple les nouvelles générations ne consomment pas forcément du cinéma, vont plus consommer de la série, ils vont consommer pas forcément ça sur des télévisions, en hospitality ils vont pas forcément consommer dans la chambre parce que la chambre peut être un dortoir. Donc comment vous voyez cet univers d'entertainment? Voilà, vous me disiez, bon, il y a aussi une notion de sécurité. Bon, si j'ai un compte Netflix sur une télé, il faut que je rentre un code. Est-ce que ce code-là va pas être capté à un moment donné? Voilà, donc dans la répartition, effectivement, des espaces dans l'hospitality, et puis en même temps, cet aspect un peu de la répartition des devices sur qu'on utilise, comment on peut voir ça? Alors, oui, la consommation en fait évolue selon les générations par rapport à ce qu'ils vont consommer, mais l'important pour un acteur comme Canal, hein, en l'occurrence, c'est de pouvoir proposer le type de consommation, le type de contenu qui est regardé par les différentes générations, qui après derrière vont se retrouver dans ces lieux comme les hôtels. Oui, il y a des concepts où parfois la télé va être sortie en fait des chambres et plutôt orientée vers le lobby pour faire de la consommation, de snacking, de boissons. On va accompagner ces mouvements, mais il y aura toujours le dénominateur commun qui sera le contenu. Le bon contenu, du sport par exemple, ça ne sera pas forcément remplacé. Toutes les générations aujourd'hui consomment en fait du sport en live à partager et donc sont générateurs en fait de chiffre d'affaires pour nos amis hôteliers. D'accord, très bien. Donc pour vous, vous axez toujours, vous pensez toujours en 2030, on va être dans le contenu. Je reprends l'exemple d'hier, le match PSG-Liverpool. PSG. Par contre, il se fera plutôt dans le lobby parce qu'on pourra consommer plutôt que dans sa chambre parce qu'on voilà. Donc on va peut-être pousser l'hôtelier donc à agrandir son lobby, à en faire un vrai espace de vie qui soit à la fois un bar, un restaurant, une boîte de nuit. Ça devient un endroit d'entertainment pour vous. Disons, comme on parle de l'ultra-personnalisation pour le client final, on est aussi sur l'ultra-personnalisation pour l'hôtelier. Donc l'idée, c'est que notre contenu soit disponible et puisse s'adapter selon, selon les droits également. Hein. Le cinéma ne pourra pas être diffusé en fait, dans le lobby, comme je le disais en préambule, mais on va l'adapter en fait, et l'hôtelier va pouvoir utiliser notre outil pour le développer à l'endroit qu'il souhaite. Très bien, merci. Je finirai par Antoine, mais là je vais demander à Véronique. Donc vous, comment vous voyez l'expérience client et le rôle de l'IA dans cette expérience en 2030, à la fois toujours dans votre établissement à vous, comment vous imaginez vos investissements futurs et votre façon de travailler future, et d'une manière générale, et qu'est-ce que le syndicat
met en place pour justement essayer de préparer de l'avenir? Juste pour répondre sur Canal+, alors certes, les films, on ne peut pas les diffuser dans les lobbies. Quand on diffuse des matchs, il y a aussi des autorisations spécifiques à avoir pour la SACEM. Je dis ça aux hôteliers qui sont dans la salle. Si vous avez des questions sur le sujet, renseignez-vous auprès de votre UMI, puisqu'on a quand même des droits à payer sur la diffusion dans les espaces publics, sur le... Oui, il y a des abonnements avec Canal, bien sûr. Oui, oui. et, Vous non, et parlez puis de une la déclaration SACEM, SACEM, peut-être. voilà. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est indépendant de... ouais. Absolument, mais je préfère informer les hôteliers aussi, c'est mon rôle. Pardon, je reviens juste sur votre question. 2030, 2030, on y est déjà, je pense, et on ira... On aurait pu dire 2035, mais j'aime pas trop me dire qu'on va être trop ambitieux. Déjà, parce que avec le changement, quand on regarde l'année dernière et cette année, on est déjà... Après, Antoine nous dira un peu la mise à jour qu'il a dû faire, lui, dans les moyens entre 2025 et 2026, c'est déjà important. Donc là, je pense que déjà, voilà. Mais on peut faire 2035, mais on peut même faire 2050, si vous voulez. Oui, alors 2050, ça me paraît un peu loin pour le coup, là, je ne sais pas où on sera, mais en tous les cas, de l'ultra-personnalisation. Je crois que la vraie réponse, elle est là. Utiliser en effet la machine pour aller chercher ce qu'elle a, à savoir la data. Utiliser la machine pour savoir ce qu'elle sait faire, à savoir analyser la data et produire de l'information qualifiée. Et ensuite, ce sera à l'humain, encore une fois, de venir apporter la touche, le supplément d'âme qui fera la différence entre ce que c'est qu'un hôtel et un autre type d'hébergement où on n'a pas justement ce contact avec l'humain. Donc c'est vraiment utiliser l'outil au service des clients avec effectivement une offre Canal ou autre, mais qui donne le programme choisi par le client au moment où le client le souhaitera, avoir une offre de F&B qui correspondra aux besoins du client parce qu'on aura effectivement analysé l'origine de ses clients en amont, qu'on aura peut-être adapté son service au petit déjeuner en fonction de ses clients dans l'hôtel le jour présent, qu'on aura adapté ses commandes en amont en fonction de ces types de clientèle pour éviter les déchets aussi, puisqu'on va adapter aussi son service en fonction du pick-up qu'on peut avoir au petit déjeuner par exemple, parce qu'on sait que tel type de clientèle va plus consommer, moins consommer, et on aura effectivement l'IA qui va nous permettre d'affiner nos commandes et donc de limiter le gaspillage. Donc c'est déjà, j'allais dire, des choses qui sont assez faisables aujourd'hui. Ce qui va manquer dans beaucoup de cas aujourd'hui, c'est la compréhension des différents outils et leur utilisation par l'ensemble des équipes. Et je reviens à ce qui, pour moi, est fondamental dans la compréhension et l'utilisation des nouveaux outils, c'est la formation. Et cette formation-là, on a tous collectivement un devoir de la partager et d'accompagner ces évolutions. Et surtout, de ne pas laisser derrière nous des collaborateurs qui seraient totalement dépassés et qui ne prendraient pas ce train en route. C'est un peu comme aujourd'hui un hôtelier qui serait encore au papier crayon et sans PMS. Je sais malheureusement que ça existe encore. Là, voilà. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que de rater des évolutions. Notre devoir de fédération, c'est aussi d'accompagner l'ensemble de nos adhérents, de leur expliquer, de leur montrer des chemins et surtout d'avoir, dans notre devoir syndical, c'est d'accompagner les évolutions des formations, encore une fois, des référentiels de formation pour que chacun puisse embrasser ces évolutions et faire évoluer le service parce qu'il en va aussi globalement de l'attractivité du territoire. Si la France et si nous sommes moteurs dans ces évolutions-là et que nous accompagnons l'ensemble du territoire, on va accompagner aussi l'ambition de la France de redevenir destination numéro 1 mondiale touristique. C'est aussi notre rôle de faire cet accompagnement-là. Pardon. Merci bien, Véronique. Je rebondis sur ce que vous dites, Carole et vous, Véronique. Là, vous nous montrez bien que en fait, la personnalisation est déjà là. Aujourd'hui, on se dit que cette personnalisation, c'est un élément de différenciation par rapport à ses concurrents. Mais tous les acteurs sont publics, sont des commerçants, ils vendront à tout le monde. Comment vous voyez votre différenciation à partir du moment où tout le monde va personnaliser de la même façon ?
globalement, on va tous savoir voilà, que j'aille à un match ou dans un hôtel, ce que j'aime manger, ce que j'aime boire, etc. Comment vous voyez, vous, après, la différenciation concurrentielle Carole, et puis après vous, Véronique. Bah, la différenciation, elle va se faire sur la qualité du service. Pour un groupe comme Sodexo, sur la qualité des produits qu'on va servir, c'est ce que les gens attendent aussi. Donc, et c'est ce que nos clients attendent. Donc c'est là où, effectivement, ça revient à notre cœur de métier, à notre expertise. Et c'est là où on revient sur le fait que l'IA est juste là pour optimiser ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui n'enlèvera pas le cœur de métier qui, pour Sodexo, est de savoir servir ses clients, faire de la restauration qui convient au client, qui convient au goût du client et de bonne qualité, qui est l'accueil d'un client dans un hôtel. Je pense que c'est là où on va faire la différence avec nos concurrents. D'accord, très bien. Et donc vous, Véronique, vous me parliez tout à l'heure de PMS. L'hôtelier qui n'a pas de PMS, il a raté une marche. Donc, si on se projette un petit peu, l'hôtelier qui n'a pas pris de l'IA, il a raté une marche. Et donc, celui qui a pris l'IA, il se retrouve avec tous les autres hôteliers qui ont pris l'IA. Comment il se différencie? Encore une fois, l'IA, c'est des outils. Et la différence, c'est l'humain qui va la faire. C'est vraiment l'humain qui doit savoir utiliser les différents outils au service de ses clients, au service de sa prestation. Et au service de l'hospitalité. Donc évidemment, il y aura toujours un avantage concurrentiel pour les uns ou pour les autres en fonction de la façon dont l'IA sera utilisée par les équipes et donc de la façon dont les équipes auront été formées et accompagnées et la façon dont ça aura été implémenté. Très bien, merci. Donc Antoine, on va terminer. Alors voilà, vous avez vu, ils vont tous utiliser l'IA à mort, à fond. Ils vont tous, on va être tous avec de l'IoT, on va être avec plein de choses. Donc vous derrière, il va bien falloir quand même gérer. Alors comment vous faites votre mise à jour de 2026 à 2030? Et est-ce que vous restez toujours dans une approche d'expérience client invisible? Ou est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans une expérience client visible? Alors, je vais y répondre, mais dans un premier temps, je vais rejoindre tout le monde. C'est l'humain qui fait la différenciation. On est tous dans des métiers de relationnel, et notamment, on aime tous l'hôtellerie. Donc, c'est l'élément de différenciation, c'est l'humain et comment on accompagne l'humain avec l'IA. Moi, je pense que l'IA, c'est une chance formidable pour le monde de l'hôtellerie. Il ne faut pas vous méprendre. Moi, j'aime bien employer un terme, c'est l'effet waouh. Je me souviens, quand j'étais petit, j'allais à l'hôtel avec mes parents, pas beaucoup, mais j'allais à l'hôtel. Dès que j'arrivais à l'hôtel, il y avait « Waouh, c'est génial ! Il y a une plus grande TV, il y a un frigo, il y a un super matelas, il y a des gens qui sont hyper sympas. » Et avec le temps, je pense que vous, hôteliers, vous allez prendre une marche encore plus grande. Et votre premier concurrent, c'est le B2C, c'est la maison. Aujourd'hui, on a un effet beaucoup plus waouh à la maison qu'à l'hôtel. Bien évidemment, à l'hôtel, il y a le côté humain. Et donc, déjà, vous allez prendre une longueur d'avance sur ce qui se passe à la maison. C'est hyper important. Et en plus de ça, l'humain va s'occuper des clients. Et puis nous, WeFirst, on va s'occuper de votre réseau. Voilà. Alors nous, l'évolution, on la remarque quand même depuis déjà pas mal de temps. Si on prend l'aspect télévision, l'aspect téléphonie, ce que je vous disais, on adapte le réseau et on fait un maillage 2 fois plus important aujourd'hui. Mais alors en 2030, ça va être encore extrêmement, extrêmement important. Moi, je pense que l'IA, il va y avoir un parcours client complètement différent. Donc, il va falloir qu'on aille répondre à cela. C'est-à-dire, aujourd'hui, le check-in, il va se faire à la maison ou dans sa voiture. C'est-à-dire que sur les hôtels qui ont un parking, dès que je vais sortir de ma voiture, il va falloir que je sois connecté. Et pour ça, c'est quoi? C'est couvrir un espace extérieur qui va pouvoir permettre aux clients de se connecter. Il y a un lobby, la personne sera déjà connectée. Il va arriver dans sa chambre, il faut plus, et il n'y aura plus la moindre zone d'ombre au sein d'un établissement. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est à nous de vous accompagner sur ce que vous allez déployer pour bien qu'on adapte tout cela. On parlait des hostels, par exemple. Les hostels, on est en configuration complètement différente. Aujourd'hui, vous êtes dans des chambres, maxi 2 personnes dans un hôtel traditionnel. Un hostel, vous avez différentes personnes dans un hôtel.
parfois avec une télévision, avec du contenu, mais aussi avec différents appareils, plusieurs devices au sein d'une même pièce. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On adapte le modèle de notre point d'accès pour pouvoir répondre à ces usages. Vous remarquez probablement dans vos établissements un vrai chamboulement dans la partie séminaire, par exemple. Partie séminaire, je pense que, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être vous qui me le direz, mais il y a plus de gens en distanciel qu'en présentiel quasiment. Nous, on a des séminaires, on gère des demandes de séminaires sur lesquels on se croirait à la télévision. Il y a des écrans partout, il y a des caméras, il y a de la visio. Tout ça pour y répondre, et je pense qu'on va y arriver parce que vous, avec l'IA, vous allez monter des offres séminaires spécifiques pour vos clients, par exemple. Et ça, si d'un point de vue technique, on ne peut pas y répondre, c'est la catastrophe. Donc on en revient toujours à la même chose. Le 1 giga dont je vous parlais, on sera à 10 gigas ou 20 gigas à 2030. Et donc je pense que toute la partie réseau, vraiment, dans un établissement, elle sera couverte à 100%. Il y a des hôtels déjà qui sont équipés dans un ascenseur, par exemple, en Wi-Fi. Et nous, il va falloir qu'on comprenne tout cela. Donc il va falloir que vous nous aidiez, que les fabricants de solutions nous aident pour comprendre tout ce qui va être déployé, pour que nous, on puisse s'adapter. Et je vais terminer par la chose essentielle de notre métier, c'est le service. C'est-à-dire que vous, hôteliers, vous allez être 2 fois plus exigeants sur la notion de service. Quand vous allez avoir un séminaire avec 400 personnes, tous en visio, pas falloir que ça tombe. Et donc nous, il va falloir qu'on s'arme, et l'IA va nous aider pour répondre à ce genre de besoin. Donc vous allez être 2 fois plus exigeants, donc ça va nous faire progresser. Merci. Vous n'avez pas forcément répondu à la deuxième question, mais qui pouvait aussi concerner Carole. C'est est-ce que vous devez rester un acteur invisible? Est-ce que vous, Carole, chez Sodexo, vous pensez qu'il faut mettre en avant les technologies que vous déployez? Voilà. Et vous, Antoine, est-ce que parce que finalement, le client ne peut remarquer que quand ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut mettre en avant les choses? Est-ce que c'est un élément différenciant pour vous, Carole, par exemple, de mettre en avant un système technologique que vous utilisez? On va demander à Carole et puis après Antoine. On en a parlé. Oui. On en a parlé. Je pense que d'abord, il faut que vous ayez une véritable satisfaction de notre service. Et après, il faut surtout rassurer le client. Rassurer le client, c'est de dire j'ai fait le choix de cet hôtel, j'ai fait le choix de cet établissement. Je sais que quand je vais arriver dans cet hôtel, je vais avoir une connectivité sans zone d'ombre. Donc, on peut parler de label, on peut parler de tout ce que l'on veut. Il faut que nous, on vous accompagne à parler à vos clients pour dire venez chez nous, il n'y aura pas de zone d'ombre et on va y répondre. Et après, je vais juste terminer. Je pense qu'il y a une chose, c'est ma conviction, on peut le partager. Je pense que dans l'hôtellerie, il y a des choses qui vont se faire beaucoup par le contrôle de la voix aussi. Et ça, c'est des choses assez importantes. Dans une chambre, on va pouvoir piloter sa chambre à la voix. Et moi, ça, j'y crois beaucoup. On reçoit des WhatsApp. Maintenant, on reçoit que des WhatsApp avec la voix. Alors, on ne répond pas instantanément. Mais la voix va faire beaucoup de choses en termes d'expérience client, j'en suis persuadé. Tout à fait, merci. Et donc vous, Carole, est-ce que c'est un élément différenciant pour vous que vous allez mettre en avant, ou au contraire, ça fait partie de votre back-office et machinerie interne? En fait, c'est un élément différenciant vis-à-vis de nos clients, mais ce n'est pas un élément qu'on va mettre en avant vis-à-vis du consommateur final. Donc quand on va négocier avec un client un nouveau stade ou un nouveau centre de convention, on va lui expliquer toutes les solutions qu'on a, justement pour pouvoir servir au mieux ses clients à lui. Mais pour le consommateur final, ce qui est important, c'est qu'il sorte d'une journée comme aujourd'hui en se disant j'ai pu précommander mon repas en partant de chez moi le matin, ou le faire là en écoutant une conférence, en scannant un QR code, ou en allant après dans une boutique autonome sans avoir à faire la queue, etc. Donc toute la technologie derrière, elle doit être quelque part induite, discrète, et ce qui compte, c'est ce qu'il va avoir dans son assiette, ce qu'il va manger, que le service soit fluide. À la limite, il ne va même pas s'en rendre compte. Donc en fait, je fais la différence entre le client où je vais aller le convaincre en lui disant je suis capable de déployer toutes ces technologies pour augmenter ton chiffre d'affaires et servir au mieux tes clients. Mais par contre, le consommateur final, ça n'a aucun intérêt de le mettre en avant. Ça doit être complètement induit et construit dans le parcours de manière intuitive pour lui. Très bien, merci. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants.
Merci bien. Je pense pas qu'on ait trop le temps. Il faut que l'ingénierie nous dise est-ce qu'on a le temps de prendre des questions s'il y a des questions. Sinon, voilà, je pense pas qu'on ait trop le temps de prendre des questions. Il fallait qu'on libère à 14h15 et il est 14h15. Ben, merci aussi à vous d'avoir assisté et je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de salon.